Ça c'est l'opening de la vidéo. Ça c'est l'opening de la vidéo. Je sais pas qu'est-ce que j'ai bouffé, mais j'ai passé ma nuit à vomir. On a le putain de challenge à finir. Ça va le faire? Mais frère, évidemment que ça va le faire. Bon, on a combien de temps à faire en termes de grind? On a 10 heures. Et on a 5000 € à monter. C'est-à-dire 250 € de l'heure chacun. Oh, c'est bon. Mais après, on a quand même bien run. Moi je te le dis, non mais moi je te le dis direct, je préfère le louper. Parce que si on le réussit, ça va dire oui, comme d'habitude, ils font des challenges, ils les réussissent tout le temps. C'est vrai. La seule fois où on fait un challenge, normalement on fait que des challenges, genre on est sûr de les réussir, comme le 1K tout 100K et tout, genre sûr. Là on se met un challenge genre quasi impossible. Allez, go! C'est vrai. Il arrive pas? Ah ouais, j'ai pas commandé de beurre, bien vu. Putain, tu m'as fait sortir du lit. Je me suis vidé toute la nuit comme devant mes toilettes accroupies là. En train de dégueuler. C'est pas grave, c'est parti de la vie. Les poubelles, frérot! Non, t'as pas mis les poubelles dehors? Putain, mais je prends la caméra, va chercher la poubelle. Tuto. Ça fait partie de la mission du jour. Comment est-ce qu'on déplace les poubelles? Farid, y'a Baki, il fait n'importe quoi. Oh, il fait des drifts avec la poubelle. Quoi? Attends, mais elle est fou la poubelle. Mais non, mais frère, mets ça dedans. Mais toi, t'es un baiser. Tu comprends que ça va pas rentrer là. Mais si, ça va rentrer, évidemment. Attends, non mais. Non mais là, ça rentre pas. Si, mais. Hey, gros, t'as des problèmes de QI, hein. Ah, pas mal. Ouh, oui. Ah, parfait. Cette session, ça va être la guerre. On est sur la session finale, on va tout donner pour terminer et réussir ce challenge. Il reste encore pas mal de choses à faire, donc il va falloir aller gamble. Et surtout, point très important, restez bien jusqu'à la fin. Parce qu'avec Hugo, on va faire le bilan du challenge 500 ou 20K et dévoiler tous les chiffres de A à Z et tous les taux horaires et résultats qu'on a eu tout au long de ce challenge. Bon, toujours malade? T'as un truc, frère, j'ai le ventre, il est pété. Le ventre, il est pété. T'as des problèmes de QI, hein. Non mais c'est pas grave, t'as pas mangé donc t'as plus rien à, Bah, plus rien à vomir. Là, ce qui crache, c'est que de la bile. Non mais les gens ont pas envie de savoir ça. Ah, pardon, ok, faudra couper du coup. C'est que de la bile là. Ok. Ah, Tu donnes combien de temps pour voir si t'es compétent? Je me donne un petit 2 hours. 2 hours. Et dans 2 heures, on voit, on avise, on avance. Voilà, c'est ça. Boum, on avance rapide, on avance bien. Boum, boum, boum. La session commence, je dépose 3000 $ sur la table et on est sur de la 5, 10, 20. Assez rapidement, le croupier m'envoie As-Roi suité en small blind. Le joueur en milieu de position open à 50 $ et je 3-bet à 220 $. Il call, on est en heads up et le flop tombe Valet 9, 8 bicolore. C'est clairement pas le flop de mes rêves, je check et il envoie un bet à 160 $. Ici théoriquement je serais plutôt censé fold. Pour autant, on est sur un board très dynamique, il y a beaucoup de turns qui vont connecter ma range, je vais pouvoir prendre des spots de bluff et ça va largement overfold. Je call, la turn tombe un 4, je check, vilain check, et la river tombe un 10, qui fait rentrer la force trade. C'est excellent parce que cette carte connecte très bien ma range. Ici, j'ai pas besoin de miser très cher pour faire fold d'une paire à vilain, et donc j'envoie un bet à 360 $. Ce qui en réalité est une erreur parce que j'aurais pu miser quelque chose comme 240, 280, et j'aurais eu plus ou moins la même fold equity. Mais on ne peut pas revenir en arrière, alors je me retrouve avec mon bet à 360 $. C'est le premier spot de la session, le premier bluff de la session, et on est tellement proche d'atteindre la fin du challenge que chaque spot compte. Vilain hésite, et ça me fait pas plaisir parce que je vois l'adversaire commencer à hésiter, à regarder ses jetons, et vous savez ce que ça veut dire, il m'envoie un raise à 850 $. Je fold directement et on perd ce premier pot. J'enchaîne avec As-4 suité au cutoff. Le joueur en début de parole open à 50 $, je call, et le joueur en small blind call. On est à 3 et le flop vient 4-3-2 avec mon tirage couleur. J'ai top pair, j'ai tirage quinte, j'ai tirage couleur, c'est magnifique.
Le joueur en début de parole, quant à lui, envoie un bet à 80 $, et franchement, j'ai envie de mettre de la pression. Parce qu'en réalité, même si ma main a beaucoup d'équité dans ce spot, elle n'a pas assez d'équité pour faire du profit. C'est-à-dire que je peux pas être content que les adversaires investissent de l'argent avec des mains comme 9-9, 10-10, parce que ma main As-4 ne domine pas assez ce type de range. Et pour autant, c'est des mains que je suis très content de faire fold pour gagner le coup 100% du temps, au lieu de le gagner 50%. Pour ces raisons directement, il faut que je transforme ma main en bluff. Je relance à 220 $, le joueur en small blind fold et le joueur UTG call. On se retrouve en heads up sur la turn qui est un valet. Il check, c'est une super bonne carte parce que je vais pouvoir mettre de la pression à toutes les paires inférieures au valet comme 10-10, 9-9, 8-8, 7-7, et également j'ai toujours beaucoup d'équité avec une main qui a réellement du potentiel, mais par contre je vais jamais gagner à l'abattage, donc il faut absolument transformer en bluff ici. J'envoie un bet à 470 $, il hésite un long moment, et il finit par call. La river tombe un 10 qui ne fait rien rentrer. Donc là, on se retrouve avec un pur bluff. Il check, et franchement, au vu du sizing que j'ai mis turn, j'ai pas la sensation que sur cette carte, il va se mettre à faire des folds du futur. Pour cette raison, je check back. Et il me retourne une paire de 9. Ah, les choses se passent vraiment pas comme on l'aurait voulu. On estimait que cette main foldait à la turn, mais décidément il a été bien sticky. Et donc, en prenant ça en compte, peut-être que j'aurais dû bluff la river, mais pour être honnête, je pensais réellement qu'il allait fold les paires entre le valet et le 4, et que la range qu'il allait call à la turn, ça allait être surtout des overpairs qui donc n'auraient pas fold river. Bon, c'est en essayant qu'on apprend. Au final, on se fait éclater sur la session, je remets 1000 $ sur la table, et je suis à 4000 $ de déposé pour moins 1500 $ sur la session. C'est vraiment un mauvais début, et c'est pas si facile de ça de bluff parce que c'est un fil que je ne connais pas. J'ai l'habitude de défoncer des fiches de toutes les limites, mais cette catégorie bon reg en limite intermédiaire, je l'ai très peu joué, et j'avoue que ça me met plutôt en difficulté. Et également, la table, elle est dégueulasse. Pas d'égo là-dessus, on est down de 1500 $. Bon, moi je viens de sit out, je sais que c'est un peu frustrant de finir les sessions en négative et de se barrer en étant en perte. On a envie de se refaire et de les tabasser. Mais c'est important d'avoir de la discipline là-dessus parce que jouer des tables comme ça, c'est une pure perte de temps. De notre côté, on se téléporte et on se retrouve à l'arrière. On arrive au Bellagio sur la 5-10. Je dépose 2500 $ sur la table, et cette fois-ci il n'y a pas option obligatoire, c'est seulement une option à 20 de temps en temps quand les joueurs la mettent. Et franchement la table est beaucoup plus belle qu'elle l'était au win. Il y a beaucoup de joueurs amateurs, on sent qu'ils ne sont pas très compétents, et que ça va être facile de mettre de la pression. Après un moment d'observation, je reçois Roi 18 en début de parole. J'open à 30 $, et le joueur au cutoff call. On est en heads up, et le flop tombe As 10-4 monocolore. Je check. Il envoie un bet à 40 $, je call, et la turn tombe un valet. Je check, il check également, la river tombe un 3. Ah, ici en réalité, si j'envoie un bet 5 fois pot, ça va à peu près toujours passer. Mais pour autant, c'est un joueur qui a tendance à value sin, c'est-à-dire que s'il a un as, j'imagine qu'il va très souvent le miser river, et en faisant une line de check raise, je vais représenter encore plus de force. Et franchement, j'imagine pas de flush dans sa range. S'il avait une flush, il l'aurait quasiment tout le temps mise et turn, et donc je vais avoir des bluffs extrêmement profitables. Je check, il envoie un bet à 110 $, et c'est notre temps, c'est notre moment, on envoie un beau raise à 470 $. Et au moment de mon raise, commence une longue période d'hésitation de son côté. C'est-à-dire que c'est vraiment long. Il tank, encore et encore, et là il me dit clairement, je suis dans un spot de merde, j'ai envie de faire un call, mais c'est un call de merde. Et moi je garde la poker face, mais j'ai un peu envie de dire non frérot, fais pas ton call de merde, si c'est un call de merde, fold. Et il finit par call. Je retourne Roi 10, et il retourne un brelan de 10. Bon, au vu de à quel point il a hésité avant de call ça, on reste sur un spot qui est ultra rentable. Ceci dit, je pense que c'est une erreur parce que il a réellement jamais de flush ici, et j'aurais juste pu relancer 1200 vs son bet 110, et m'assurer de
tout faire fold et éviter des fuck calls comme ça avec des mains relativement moyennes sur un board où il y a une flush au board. Mais bon, même si j'aurais pu mieux faire, décidément les choses ne se passent pas très bien pendant cette session. J'ai vraiment aucun de mes spots de bluff qui passent, alors qu'en temps normal, c'est mes fameux spots de bluff qui passent 95% du temps et qui me permettent de monter beaucoup d'argent sans que j'ai le besoin d'avoir des setups favorables. Et c'est un moment qui est difficile parce que est-ce que c'est juste du run? Est-ce que c'est une mauvaise adaptation et une mauvaise compréhension des profils adverses? À ce moment de la session, j'ai pas la réponse, mais tout ce que je sais, c'est que mon stack il descend à moins de 2000 $, et donc je remets 500 $ sur la table pour un in total de 3000 $. Allez, on garde la confiance, on continue à mettre de la pression, et au fur et à mesure, il y a quelques spots qui passent bien. Jusqu'à recevoir As-4, suité en début de parole. J'open 30 $, le bouton call, et le joueur en small blind me relance à 150 $. On a la position et on a beaucoup de profondeur. J'ai 2600-2700 $ devant moi, il y a de quoi faire bien des dégâts. Je le 4-bet à 370 $. Le joueur au bouton fold et malheureusement le joueur en small blind call. Le pot est énorme. Sur la plupart des boards, on est parti pour mettre énormément de pression. Ça va saigner. Et le flop tombe As, 4, 6, Rainbow. Double paire flopée sur un board hyper sec. C'est un rêve. Et là, je suis contre un joueur qui est relativement expérimenté. Et je réfléchis et je me dis... Ah, le standard c'est misé très petit sur ce genre de texture. Et en réalité, ça serait quoi la line qui représenterait énormément de faiblesse? Si je check sur un board comme ça, c'est obvious que j'ai une main forte, parce que tous mes bluffs iraient bet naturellement sur ce genre de texture. Si je mise petit, eh bien je peux avoir des bluffs, je peux avoir des mains fortes. Et ce serait quoi le sizing vraiment qui représenterait rien du tout ici? Je réfléchis, et je me dis qu'en vrai, quand j'envoie un bet à 400, genre un peu plus de mi-pot, sur un board aussi sec, eh bien ça représente vraiment pas grand chose. Parce que avec une main comme As-Roi, sur un board aussi sec, j'ai toujours envie de faire moins cher, et donc je représente vraiment rien. Je me fais confiance, j'envoie un bet à 400 $, et j'aurais même pu mettre un 500-600 $, et je sais que c'est des lines où les joueurs peuvent complètement se level, surtout dans la mesure où c'est des joueurs qui réfléchissent un peu. J'espère qu'une chose, c'est qu'ils viennent se battle avec moi, et là tout se passe magnifiquement bien, parce qu'il me relance à 1000 $. J'ai pas d'intérêt de fast play, j'ai absolument envie qu'il continue s'il a des bluffs, et si dans tous les cas il a des mains fortes que je domine, eh bien le board est tellement sec qu'il va tout mettre de lui-même à la turn, donc j'ai tout intérêt à slow play. Je call, la turn tombe en 9, je check, et il fait all-in. Et je call dans un pot qui fait 5200 $. Pour le challenge, c'est une somme qui est monumentale. Je retourne As-4 et il retourne As-Roi. On est largement favori, on décide de run twice et en réalité il y a très peu de cartes qui peuvent le sauver. Il faudrait qu'il fasse double paire supérieure, donc soit qu'il touche un roi, soit qu'il touche un 9, soit qu'il touche un 6. Et la première river tombe un 9. Pouah, c'est une catastrophe. C'est une river absolument catastrophique parce que maintenant il fait double paire supérieure et on perd le pot. Et la deuxième river tombe un valet qui fait que on split ce gros pot. Mine de rien, à cause de ce 9, il y a un différentiel de 2600 $ qui se crée qu'on aurait dû gagner. Et ça fait vraiment mal, c'est un pot qui aurait pu nous mettre extrêmement bien. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je suis de plus en plus à l'aise à la table, je comprends les profils, j'ai une grosse prise de notes qui me permet de comprendre les leaks récurrents de chaque joueur, et je me mets à voler beaucoup de petits pots qui passent très bien. Et là, il y a un petit vieux qui débarque à ma table. Un petit vieux, tout gentil, tout sympa, et il pose 1000 $ sur la table. En même temps, il a l'air très sympathique, et en même temps, il y a l'instinct de prédation qui me dit « Putain, il a l'air beau, il est à ma droite, l'objectif c'est de bien se régaler avec lui. » Et directement, je reçois Roi-Dame dépareillé en début de parole. La table, elle est assez calme, ça 3-bet très peu, et il y a notre grand-père favori qui est en grosse blinde, j'ai absolument envie de jouer contre lui parce qu'il n'a pas l'air très compétent, et donc j'open à 30 $. Le joueur au bouton call et le papy en grosse blinde call. On est à 3 joueurs et le flop tombe Dame Valet 4 bicolore. On fait une bonne top pair top kicker, j'envoie un bet à 60 $, bouton fold et le papy call. La turn tombe un 9. Ça fait rentrer quelques quintes, quelques doubles paires, mais j'ai toujours un clear value bet ici, et donc j'envoie un bet à 170 $. Il call, c'est une bonne nouvelle, et j'espère une bonne brique sur laquelle je pourrais encore prendre de la value. Et la river tombe, la doublette du 9 qui fait rentrer le tirage couleur. C'est une carte horrible. Genre là, je sais vraiment plus qu'est-ce que je bats. J'espère juste qu'il reprenne pas l'initiative et qu'il ne bête pas parce qu'il a aucun bluff dans sa range, donc je vais être obligé de fold.
Et il tank, il hésite, et il check. C'est à lui de retourner ses cartes, et il a les mains qui tremblent, et il me dit qu'il a SI. What? SI? Et franchement, à ce moment-là, j'ai pas envie de le slow roll, de le torturer, de lui forcer à retourner sa main. Je suis en mode SI sur ce spot. Comment est-ce qu'il peut avoir SI alors qu'il y a tout qui est rentré? Il a probablement As-10, mais bref, j'ai juste pas envie de le faire souffrir et je retourne directement ma main. Et malheureusement, du coup, je ne capture pas le showdown. C'est mon point faible. Avec les personnes âgées et avec les femmes, j'ai tendance à être trop clément parfois. Quoi qu'il en soit, on gagne ce pot et on remonte très bien sur la session. Et moi qui voulais être pacifiste contre notre gentil papy, eh bien ça va être la guerre. Je reçois roi dame de trèfle en grosse blinde, tout le monde fold jusqu'au papy en small blind, et celui-ci m'open à 40$. Je le 3-bet à 120$, il call, et encore un heads up sur un flop dame 6-2 rainbow. Il reprend l'initiative et il m'envoie un bet à 200$. Bon, le board est ultra sec, s'il a des bluffs et qu'il a envie de faire des dingueries, j'ai envie de le laisser chauffer. Je call. Turn tombe un 3 qui ouvre mon tirage couleur, c'est magnifique. Et là il continue l'agression et il fait all-in pour 405$. Bien sûr, snap call de mon côté, on run 2 fois, la première river tombe une brique et la deuxième river tombe un as. Et il me retourne As-4. Mais qu'est-ce qu'il fait là ce fou? Pourquoi est-ce qu'il a bet au flop? Et en plus il arrive à chatter son as. Bon, décidément il s'en sort, mais de peu. J'enchaîne avec 5 et 9 suités en grosse blinde. Le joueur au hijack open à 30$, le bouton call. Je pourrais squeeze, je pourrais call, mais j'ai une image de zinzin. Donc on va un peu se calmer et on va just call pour un moment. Je call, le flop tombe As-4, 5 flush draw, on touche une paire, et une paire c'est fort au poker. Le joueur au hijack bet à 30$, le bouton call. Ici, je call pas pour la force de ma paire, mais je peux redraw des brelans, des doubles paires, mais surtout... Et c'est le cœur du jeu au poker, c'est que je vais pouvoir mettre énormément de pression sur plein de turns, sur plein de rivers. Je pense que vous le voyez dans mon jeu, j'ai souvent tendance à call pour rebluff, c'est pas quelque chose que je recommande pour des joueurs moins avancés, mais c'est juste ce qui permet de gagner 80% des pots parce que très souvent, quand un joueur a une main moyenne faible, il va nous donner l'information, on va avoir un sizing tail et on va pouvoir mettre de la pression facilement. Au final, la turn tombe la doublette de l'as. Tout le monde check, je check. Et ça commence à être une bonne chose, parce que du coup ils ont très peu de bonnes as dans leur range, et encore une fois ça va être très facile de mettre de la pression. Et malheureusement la river tombe un roi qui fait rentrer la flush. Le joueur au bouton peut avoir tous les combos de flush dans sa range comme ça, donc ça va être trop complexe de bluff et d'envoyer un très gros sizing. Je check, le joueur au hijack envoie un bet à 120$, et le joueur au bouton, eh bien, décide simplement de fold. Donc on se retrouve en heads up et je fais face au bet du hijack. On va réfléchir rapidement à la séquence. Il bet au flop en multi-way. Il a une range d'open, donc c'est plutôt une range qui est orientée bonne à 6. Turn, il y a l'as qui tombe. Là-dessus, il décide de check en multi-way sur un board qui est très dynamique. Ce qui fait assez peu de sens, parce que s'il avait un bon as, eh bien il aurait très certainement misé. Maintenant tombe la river, le roi qui fait rentrer la flush, et s'il avait un as faible, eh bien il n'aurait pas d'intérêt à miser très cher ici, parce que le bouton a toutes les flushs dans sa range. Et donc quand on y réfléchit, les seuls combos qui pourraient faire du sens en bluff, c'est des flushs joués comme ça de manière un peu what the fuck, mais il y a vraiment très peu de combos forts qui vont être joués comme ça, et de l'autre côté, il y a énormément de bluffs. J'estime donc avoir un call qui est assez évident ici. Je mets les sous au milieu, et il me retourne valet 9 de trèfle, on gagne ce spot. Tout se passe bien, je suis bien positif sur la session, et là la session va prendre un tournant décisif. Je reçois 8 et 9 suités au cut-off. Il y a une option à 20, le joueur UTG call, le joueur en milieu de position open à 80$, et je le 3-bet à 240$. UTG fold, MP call, et nous voici en heads up. Le flop tombe As Dame 6 Rainbow. Vilain check. Ici c'est une texture assez intéressante où les bets sont très profitables directement. Mais pour autant, une line qui est peu utilisée, c'est de check ces boards en bluff. L'idée intéressante ici, c'est que quand on check sur des boards A6 très loqués et qu'on a un avantage de range, eh bien en réalité, d'un point de vue exploitant, ça représente plus de force qu'autre chose, parce que tous nos bluffs sont très intuitifs à bet, et donc en prenant des lines de check back, puis des lines très agressives, on va représenter énormément de force, et ça va être très facile de mettre de la pression et de déclencher des gros folds chez les adversaires. Je check, la turn tombe un 4, et l'adversaire envoie un bet à 220$. Oui, clairement, ça représente de la force. Et c'est pas exclu que Vilain ait des mains très fortes ici. Et de l'autre côté, il a une bonne trentaine de combos d'as sur lesquels on va pouvoir mettre beaucoup de pression
et faire fold dans la mesure où on met les bons sizing. Encore une fois, on s'appuie sur le fait que notre line soit réellement peu bluff. Le fait de check sur un board aussi sec puis ensuite de mettre énormément de pression, c'est un move qui représente de la force et on compte bien en profiter. Ici à la turn, on peut soit décider de call pour mettre la pression river, soit de raise directement. Ce que j'aime assez bien avec le raise, c'est qu'il va pouvoir avoir une tendance à fast play ses brelans double pair et ça va nous permettre d'avoir encore plus de fold equity sur la river. Et également, on fait grossir un pot contre tous les as qu'on domine qui vont call pour fold river. J'envoie donc un raise à 480$, il hésite un moment puis call, et la river tombe un 8. Une bonne brique, on touche une paire, évidemment notre paire vaut rien, et vilain check. Il est temps d'envoyer la sauce, j'ai envie de faire très cher, de m'assurer la fold equity sur tous les as, et j'envoie un parpaing, je mets un bet à 1800$. Et là, le gars fait une tête dégoûtée. Il me regarde, il me dit « T'as les as ?» Je suis en mode « Oui, j'espère, enfin, pourquoi pas, je voudrais bien. » Et il fuck call. Je suis certain d'avoir perdu. Je suis dégoûté. Je retourne mon vieux bluff du futur. Et il me retourne un brelan de dame. Ah putain! Décidément, cette session, on fait que tomber contre les top 10% de range à chaque fois qu'on prend un spot en bluff. Et j'ai pas le temps de souffler, j'enchaîne directement avec Roi 10 suité en milieu de position. J'open à 30$, bouton grosse blind call, et nous voici à 3 sur un flop Dame 6-3 bicolore. J'envoie un bet à 70$, le bouton fold, et le joueur en grosse blind call. La turn tombe un 9 qui m'offre un tirage quinte. Et je décide de profiter de cette carte pour mettre de la pression, parce que ce joueur-là n'était pas présent quand j'ai fait mon bluff du futur, et donc j'estime que je vais quand même avoir pas mal de fold equity. J'envoie un bet à 170$, malheureusement, il call. La river tombe la doublette du 6, et là-dessus il reprend l'initiative et envoie un bet à 700$. Si on réfléchit en termes d'études de database et études de population, les donk bets en général représentent énormément de faiblesses, encore plus sur les doublettes. De plus, j'ai mis des sizing assez chers, j'imagine très peu de 6 dans sa range, il y a tous les draws qui miss. Le seul truc qui serait dommage, ça serait qu'il ait un tirage couleur avec l'auteur as et que je sois obligé de perdre. Mais si ça arrive, eh bien ça fera partie du jeu et dans tous les cas, j'ai juste les codes parce qu'il y a trop de tirages que je domine. Je call et il retourne 6 et 4 offsuit. Ah sick, je connaissais pas le profil, je savais pas qu'il pouvait taper des calls du futur comme ça, pré-flop, flop ou turn. Je pense tout de même que le call est très bon contre la population, mais par contre absolument pas contre ce profil spécifique. Je prends la note et on espère en tirer profit dans le futur. Et étant donné que mon stack s'est fait absolument défoncer, je repose 2000$ sur la table, je suis à 5000$ de in au total sur la session. C'est chaud, le challenge a pris une toute autre tournure, ça s'était super bien déroulé, et là ça devient vraiment complexe. Bon, ça a été bien agité, je vais prendre un petit break. I will take my revenge, don't worry. You can raise his blind every time. Yes, I will. Bon, bilan challenge, il nous reste 5h20 de grind, c'est aller dans la mauvaise direction. J'ai envoyé des parfums. T'as envoyé des parfums. J'ai envoyé des parfums. Il s'est fait call, des spots de catch qui passent pas. Ouais, c'est chaud. Ouais. En tout cas, on s'amuse bien, la table elle est easy à grind. Il reste 5h20 de grind et à savoir que toi là tu vas rentrer. Ah ouais, là je suis mort. Toi t'es éclaté. J'ai fini à 210, je suis descendu à 500 à un moment, j'ai remonté tranquillement. Ouais. Anyway, moi il me reste 5h20 de grind, enfin il nous reste 5h20 de grind. On a vraiment envie de finir le challenge ce soir. Ouais. Donc ce que je vais faire c'est que je vais jouer solo. Du coup ça va être 2 fois plus difficile parce que il va falloir monter tout seul. Je suis à moins 4K5 aujourd'hui, un truc comme ça. Moi je suis à plus 800, ça fait moins 3K7. Ça va, on doit être à 12K, un truc comme ça sur le challenge. Ouais, on doit être à 11K, ouais. 11K, 12K. 9K à faire en 5 heures, c'est Donc pas en vrai, impossible. ouais c'est pas impossible. Faut bien run. C'est pas il y en a impossible. un à la table, en tout cas il run bien donc c'est possible. C'est pas impossible, parce qu'en vrai ça envoie des parpaings, ça joue beaucoup de pots à 4, Ouais. 5K. Même nous on a joué le pot à 5K avec Ascar. Ok, vite, ouais. NP, je vais me focus sur la suite pour bien performer au maximum. Et du coup, bah Hugo me laisse, m'abandonne. Je t'abandonne, ça fait un peu lâche. C'est vrai que ça va un peu lâche, mais bon, t'es fatigué après, c'est pas grave, va te reposer d'arrêt. On va continuer le sérieux, on va se retrouver donc pour un vlog entre vous et moi seulement, sans Hugo. C'est parti. Break est fini, de retour à la table et j'ai une image de malade mental. Et directement, je découvre une paire de valets en grosse blinde, UTG Open, pour mon plus grand plaisir, le joueur au bouton 3 bet à 120$ et je 4 bet à 270$. Le joueur au bouton call, on est en heads up, le pot est déjà gros et vu notre image, ça peut faire très mal, en sachant que c'est le joueur qui juste avant avait call avec 6 et 4 off.
Donc c'est une grosse calling station, on a une main très forte, une image de fou, c'est parfait. Et le flop tombe Roi 8-4 Rainbow. C'est le pire board. Je check, il check également, turn tombe un 2, je check, il envoie un bet à la moitié du pot, et franchement, vu mon image, vu les bluffs que j'ai fait, calls que j'ai fait, je pense que s'il a un bluff, il va juste le jouer en one street et pas mettre de pression derrière. Il peut toujours avoir des mains comme 10-10, 9-9, potentiellement jouer comme ça. Je me vois pas fold à la turn au vu de sa mise, et pour autant on aura un fold assez facile river. Je call, la river tombe un 4, qui ne change rien. Je check en espérant qu'il check également, et il m'envoie un parpaing à 900 $. Donc là, le thinking c'est est-ce qu'on fait le call de mutant? À quel point il peut avoir des bluffs joués comme ça? Et en réalité, j'y réfléchis, je me retourne le spot dans tous les sens, mais au vu de mon image de zinzin, du fait que je lui ai fait un call de ouf juste avant, j'ai pas l'impression qu'il va mettre énormément de spots en bluff. Et donc je préfère juste jouer solide, capitaliser sur le fait que j'ai une image de malade mental pour rentabiliser en value simplement. Ça fait mal, mais je dois fold. Ce qui est bien, c'est qu'étant donné que j'ai une image de fou, il y a personne qui veut trop se battle, j'arrive à gagner des petits pots par-ci par-là, je sais que je vais pas mettre de gros bluffs, mais par contre quand je mets des tout petits bluffs, je sais qu'ils vont bien passer parce que le mec se dit ok, si je call maintenant au flop, je vais me prendre 3 parpaings, et donc ils réagissent de manière assez rapide, ça permet de mettre des petits spots en bluff sans trop investir, et gagner quelques petits pots par-ci par-là. Et après un moment, je reçois paire de 8 en grosse blinde, UTG open à 30, je 3 bet à 120 $, il call, et nous voici en heads up sur un flop 7-5-2 Rainbow. J'envoie un premier bet à 160 $, il call, et la turn est un 8 qui ouvre un tirage couleur. Ici, s'il a des overcards, j'ai absolument envie de lui laisser toucher, et je pense que quand il va avoir une paire intermédiaire ou un tirage, il va très souvent prendre le spot de bet, donc je préfère largement prendre des lines de check raise pour aller maximiser ma value. Je check, et magnifique, il envoie un bet à 380 $. Je le relance à 1100 $, et rapidement, il call. La river tombe un 9, et je fais all-in pour les 1100 $ qui lui restent. Il hésite un court instant, et finit par fold. Au final, on remonte une grosse partie de notre stack sur ce spot. Avec les petits coups qu'on avait enchaînés et ce pot, on a bien remonté et on est à 4500 $ de stack pour 5500 $ déposés, soit seulement moins 1000 $ sur la session. On a énormément de profondeur et les joueurs à table aussi. Malheureusement, il y a beaucoup de joueurs récréatifs qui sont partis et la table elle est de plus en plus dure. Je reçois une paire de dames en grosse blinde, UTG open à 30, le joueur en milieu de position relance à 120 $, et j'envoie un 4 bet à 270 $. Le joueur en milieu de position call, et on se retrouve sur un flop As Roi 7 bicolore. Malheureusement, au vu de mon image, ça va être très compliqué de faire des dingueries ici. Je check, il m'envoie un bet à 340 $, et rien d'autre à faire que fold. Et le temps passe. Malheureusement, je ne trouve aucun spot en bluff, et au fur et à mesure, les heures passent, les heures passent, les heures passent. Mon image, elle, commence à redevenir celle d'un joueur qui est très serré. En plus de ça, la plupart des profils à table changent, et on se retrouve, après un certain moment, avec une image neuve, sur une table qui est aussi, elle, assez nouvelle. On a toujours énormément de profondeur, les adversaires aussi, et je découvre As-Dame dépareillé au bouton. Le joueur en début de parole open à 30 $, je le 3 bet à 120 $, et il me 4 bet à 360 $. Depuis mon début de la journée sur ces tables, j'ai vu énormément de spots de 4 bets et quelques spots de 5 bets, mais c'était uniquement en value. Et j'ai l'impression que, au vu de la configuration, ça peut être un move qui peut être très très scary. Parce qu'on a beaucoup de profondeur, le joueur a 3000-3500 $ devant lui, et dans la mesure où je 5 bet aussi deep, bah, je représente les As, les Rois, je représente très peu de As, Roi, Paire de Valets joués comme ça, et des bluffs, je peux en avoir, mais encore une fois, j'ai une image de nid, donc c'est pas non plus facile de me voir sur un bluff. Et donc l'idée de ce spot, c'est de se dire que il peut avoir les As, les Rois, As, Roi, Dame, Dame, Valet, Valet, et des bluffs. Les As, les Rois, qui font 12 combos, eh bien c'est à peu près les seules mains qu'il va pouvoir défendre, et pour autant, il va se retrouver avec entre 20 et 30 combos qui vont réellement avoir du mal à subir la pression ici. J'envoie donc un 5 bet à 940 $ en bluff. Et franchement, je m'attends pas forcément à ce qu'il fold tout le temps Dame, Dame, Valet, Valet, As, Roi, mais je pourrais aller mettre de la pression facilement post-flop. Et pour le coup, j'estime qu'il va jamais les 6 bet all-in avec autant de profondeur parce que ça serait juste suicide. Il ferait fold mes bluffs et il irait sans palais contre tous les As, As, Roi, Roi.
C'est un coup décisif, la session repose dessus, et il se met à tank une tonne. Il réfléchit un long moment, et il finit par faire all-in. C'est une catastrophe, on a perdu ce coup. Et là, je fais un move qui est intéressant que je vous recommande de faire. Étant donné que je suis contre un fil nouveau où je connais absolument pas les adversaires et les tendances de jeu, et que chaque play que je fais, eh bien, c'est des plays que j'essaye, j'ai absolument envie d'apprendre le plus vite possible comment les adversaires jouent pour pouvoir créer les meilleurs exploits, adapter mes stratégies. Il n'y a jamais une meilleure stratégie fixe au poker. On joue contre des fils différents, on s'adapte. Pour rappel, sur le challenge 1K tout 100K, je vous montre mes graphes sur chaque nouvelle place. Comme vous pouvez le voir dans les graphes, à chaque fois que j'arrive dans un nouvel endroit, c'est très compliqué au début et ça explose par la suite. Et ce qui fait que ça c'est possible, c'est l'adaptation. Comment est-ce qu'à partir d'une prise de notes, on crée le meilleur exploit possible. Et donc, ce que je fais dans cette situation, c'est qu'étant donné que je pense qu'il a que les as les rois, et que dans la mesure où il a que les as les rois dans ce spot, mon spot de 5 bet bluff est ultra profitable, je lui dis, si tu me montres moins bien que paire de rois ou paire d'as, je te donne 20$. Et pour le coup, ça marche directement, et il me retourne as-roi offsuit. La super bonne nouvelle ici, c'est que quand le mec il a les as les rois et qu'on est sûr de notre read, eh bien on perd pas d'argent parce qu'il ne le montre pas. Et par contre, quand il a un combo qu'on n'imaginait pas, bah on va lui donner de l'argent, mais l'information qu'on va récupérer va être super précieuse en termes d'adaptation au field. Et pour le coup, le play que j'ai fait est absolument catastrophique avec cette information. Dans la mesure où il 4-bet et 6-bet all-in une main comme As-Roi, eh bien l'adaptation elle est très simple. On va garder une range de 5 bets ultra compacte pour maximiser notre value et éviter de se faire deny de l'équité. Et par contre, dans les mesures où il just call un 3 bet ou just call contre un 5 bet, eh bien sa range sera hyper caricaturale parce qu'il manquera ses combos dedans. Et ça nous permettra de mettre énormément de pression sur les boards As-X, Roi-X, vu qu'il n'aura pas les meilleurs top pairs. Et surtout, quand on a les As, les Rois, eh bien le fait de gagner un pot à 600 blindes contre cette petite portion de range, ça sera juste un régal. Quoi qu'il en soit, après cette main, je suis extrêmement surpris des showdowns. C'est un fil qui est réellement pas habituel, en plus de ça on run jamais dans les meilleures portions de range, et donc on se fait découper. Et un élément qui est important au poker, c'est que on est obligé de passer par cette phase-là, de se faire confiance, de se tromper et vite, et de se réadapter. On a toujours un meilleur intérêt à prendre les spots, à être agressif, parce que dans la mesure où on voit que nos explos marchent et sont bien adaptés au field, eh bien on gagne toujours plus d'argent, et c'est de l'argent qu'on va gagner en continu sur la limite qu'on est en train de jouer à chaque minute, chaque heure, chaque session. Et si on se trompe, eh bien on se prend un mur, et on arrête ou on adapte l'exploit. Tout ça pour vous dire que les win rates que j'arrive à atteindre en cash game live, eh bien j'arrive à les atteindre parce que je tente beaucoup de choses, et parce qu'il y a beaucoup de choses qui marchent pas également. Et je suis super content d'avoir cette session pour vous le montrer. Bref, la session continue son cours, je reçois Dame 5 off en grosse blinde. Le joueur en small blind call, normalement c'est une main que je vais jamais jouer, mais ici j'ai une situation qui est assez favorable, c'est que la joueuse en straddle, elle est assez conservatrice, et le joueur en small blind également. Pour ces raisons, j'envoie un raise à 80$, la joueuse en straddle call et le joueur en small blind call. On est à 3 joueurs et le flop tombe As 9-4 Rainbow. J'ai une image plutôt sérieuse, plutôt conservatrice, j'envoie un bet à 150$, la joueuse en straddle call et la turn tombe à 8. Ici en réalité le spot est assez simple, c'est juste des trop bonnes lines à overbluff. Étant donné que face à la pression c'est une joueuse qui va très largement overfold et seulement call ses combos de double pair, mais fold tout ce qui est top pair, weak kicker et les weak pairs, alors qu'en théorie elle devrait les défendre à une certaine fréquence. J'envoie un bet à 540$, elle hésite un moment et elle finit par fold. J'enchaîne avec une paire de 3 au bouton. Le joueur en début de parole open à 40$, je call et le joueur en grosse blinde et straddle call. On est à 4 joueurs et le flop tombe Roi 7-6 Rainbow. Vous inquiétez pas, on n'a rien à faire ici, je sais, pas de panique. Tout le monde check, je check et la turn tombe un 7. Là-dessus, le joueur en straddle envoie un bet à 50$, le joueur UTG call. Ce qui est assez délicat à ses limites, c'est que on a deux types de profils. Il y a les joueurs qui n'ont pas de sizing tel, qui vont avoir des sizings plutôt théoriques et mono-sizer la plupart des turn et river, ou alors avoir deux sizing, mais en tout cas être dans une voie de les équilibrer. Et il y a des joueurs qui vont être complètement face-up, c'est-à-dire main moyenne bet petit, main forte bet cher, bluff bet moyen. Et globalement, au plus un joueur va être compétent, au plus il va avoir des sizing équilibrés, et au plus un joueur va manquer de compétences, au plus il va être déséquilibré. Donc ici, je dois absolument prendre le spot de bluff parce que globalement, il va être trop rentable.
Maintenant, ce qui va être très important, c'est d'apprendre à reconnaître les profils, d'avoir une prise de notes très active pour pouvoir bourriner les spots de bluff quand ça fait de l'argent contre les bons profils et éviter de les faire contre les mauvais profils. Pour le coup, j'envoie un raise à 260 $, le joueur en straddle snap fold et le joueur UTG snap fold, ça passe. Je n'ai plus beaucoup de temps avant de terminer le challenge, j'essaie de rester focus, de voir les axes, mais les gars, il y a une réalité, c'est que pour faire de l'argent au poker, on cherche à jouer contre des joueurs qui sont faibles et qu'on peut exploiter. On se rappelle le dicton, le poker c'est un sport de chasse. On cherche à jouer contre les joueurs les plus faibles et leur prendre plus d'argent. L'objectif c'est de repérer le joueur le plus faible et de l'exploiter au maximum et lui prendre tout. Si on prend un exemple d'une table avec 3 joueurs, on va avoir le joueur A qui va avoir une approche compétitrice, le joueur B qui va avoir une approche plutôt chasseur et exploiter le joueur faible, et le joueur C qui va être le joueur récréatif de la table. On va se retrouver dans des configurations où le joueur A qui est le compétiteur, il va gagner 20 € de l'heure contre le joueur B et C. Parce qu'il va avoir un jeu assez théorique, assez propre, assez académique, et il ne va pas faire de grosses déviations. Le joueur B, quant à lui, va gagner 100 $ de l'heure contre le joueur C et perdre 20 $ de l'heure contre le joueur A. Parce que, vu qu'il a une approche qui est trop exploitante, il ne peut pas battre le joueur qui, lui, est trop académique et qui passe tout son temps de travail technique à améliorer son jeu vs reg. Donc à ce moment-là, on pourrait se dire que le meilleur joueur, c'est le joueur qui bat tous les joueurs, le joueur A. Mais en réalité, le joueur B, lui, gagne plus d'argent, vu qu'il extrait plus d'argent contre le joueur récréatif. Et donc, on a deux visions au poker. Il y a les joueurs qui cherchent à être dans la catégorie A. Et en soi, c'est leur choix, je respecte. Mais de mon côté, je suis là pour maximiser le profit, pour faire de l'argent, et donc j'aime cette catégorie B, d'être sur des très belles tables où il y a énormément d'opportunités pour faire beaucoup d'argent. Je veux être le meilleur chasseur à une table avec un maximum de joueurs récréatifs pour faire le maximum d'argent. Ça a toujours été ma vision, et c'est aussi pour ça que je peux avoir des très très hauts win rates, parce que je vais chercher les bonnes tables et je table select. Donnez-moi votre avis en commentaire, vous aspirez à être dans quelle catégorie, ça m'intéresse sincèrement. Aujourd'hui, on est sur une table avec quasiment que des joueurs A, et donc il n'y a pas beaucoup d'argent à prendre, tout le monde se tape dessus, personne fait réellement d'argent sur la table, et c'est complètement ma faute parce qu'au bout de 6-7 heures de jeu, j'aurais dû changer de table, aller dans un autre casino, table select pour retrouver une très belle table avec beaucoup de joueurs récréatifs. Quoi qu'il en soit, le temps passe et le time du challenge est fini. On se retrouve finalement avec 5500 $ déposés pour 3220 $ de stack, soit moins 2280 $ sur la session. Merci d'avoir suivi le challenge. C'était long sur YouTube. Putain, c'est On a fait une petite vidéo par-ci par-là. Pour vous donner le contexte, nous ce qu'on faisait c'est que on faisait notre grind classique et puis on envoyait une petite session à droite à gauche pour avancer vers le challenge. Et donc sur YouTube, ça a mis énormément de temps. Un peu trop de temps d'ailleurs apparemment. Ouais, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Donc merci d'avoir suivi ça. Et j'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses. Et maintenant on se retrouve pour ce que vous attendez tous. Ou pas. Parce que depuis le début du challenge, vous attendiez le bilan complet, détaillé des résultats, comprendre ce qui a été facile, ce qui a été difficile. On est parti, let's go. Avant de commencer sur les résultats, je trouve que c'est important de partager les objectifs de ce genre de challenge. Le goal est tout simplement de montrer si on peut faire de l'argent en partant de 500 balles. En gros, il y a toujours cette croyance limitante qu'on a tout le temps. Ouais, moi du coup j'ai 2000 de bankroll, donc bon, ce mois-ci je vais viser, je vais faire peut-être 1000 €. Il faut 100 buy-in. Il y a vraiment ce truc de la bankroll c'est important, alors que la réalité c'est que la bankroll c'est pas important. T'as 500 balles, full grind, ta bankroll elle monte très vite. Ou pas, on va le voir dans les chiffres. Autre point, c'est que nous, la plupart des joueurs qu'on coach et qu'on accompagne, ils commencent dans des petites limites, où ils sont dans des transitions. Mais on va dire qu'un bon 70%, ils jouent des 1-3, 2-5, 5-5. Donc c'est super important pour nous de rester connectés à cette réalité de ces limites-là. Parce que dans nos accompagnements, c'est moi qui fais toute la partie coaching. C'est trop important en fait que je sois toujours alerte. À savoir qu'on travaille toujours en évolutif. Donc je refais du contenu tous les jours. Il faut toujours que j'ai un œil et un esprit concentré sur les limites. Et surtout que mes win rates soient bons. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que clairement, si là mes win rates sont pas satisfaisants sur des basses limites, j'ai pas envie de prendre du coaching avec toi quoi. Mais même moi, j'ai pas envie de coacher et genre juste je me focus sur improve mes win rates en basse limite. Parce que t'as des joueurs qui sont bons en haute limite mais mauvais en basse limite. C'est des styles de jeu qui sont différents et c'est vraiment très important de comprendre les différents mécanismes. Maintenant, on va partir sur les résultats. Tant attendu. Vas-y, commence. Vas-y, de mon côté les gars, sur la période du coup j'ai fait 47 heures, j'ai fait 4434 €, soit
un BB heure à 16,40 BB par heure et un total, un ourli de 95 € par heure. Voilà de mon côté. Éclaté au sol. De mon côté, j'ai fait donc un total de 7330 $ pour 51 heures de grind. Un peu triché. Ouais, Un peu triché sur la fin, une petite heure en plus. Un peu limite. Et donc ça fait un taux horaire de 143 $ de l'heure. On arrondit à 144. Et un taux de session positive de 80%. Donc si on regarde le graphe, ce que ça a donné, c'est que j'ai très bien monté, j'ai eu des très bonnes performances au début au Cambodge. Notamment sur la période du Cambodge, j'ai un big blind de l'heure qui est à 41,31. C'est pas mal ça. Pour le coup, je suis satisfait, c'est pas incroyable. Je dirais qu'à partir de 35, ça commence à être correct. J'aurais aimé attaquer un 50, mais 41, je suis quand même satisfait. Et par contre, là, la période Vegas, on était sur la fin de session, la session que vous venez juste de voir. Il fallait monter les sous. Toi, tu m'as lâchement abandonné. Ça, je m'y attendais, ça. Ah oui, mais merci que tu t'y attends. Et donc, il fallait trouver des solutions. Point intéressant, c'est que dans un monde parallèle, où j'ai un mate qui est focus tout du long, du début à la fin. Ouais, qui fait eh pas bien, des en fait, petites. Dis-moi en plus, ça on m'intéresse. atteint un pic à 10K. Donc si tu avais aussi atteint le pic à 10K, challenge, il était plié. Ouais, il me manque 3 heures et je l'aurais atteint, je pense, le pic à 10K. Et donc on finit sur un bilan total de 11 764 $ de profit en 50 heures de jeu chacun. Finalité, c'est un échec du challenge. Mais c'est une très bonne nouvelle. Alors ça reste un échec du challenge. On aurait pu faire mieux plein de choses, on aurait pu mieux select les tables. Pour le watch time, On c'est a beaucoup mieux. plein de responsabilités en termes de choses qu'on aurait pu améliorer. On aurait pu mieux choisir les tables, directement aller jouer plus cher et pas rester en 1-3. On aurait pu mieux faire et notre échec, il est C'est pas une surprise. notre responsabilité. Voilà. Maintenant, un point qui est super important et c'est l'idée clé de cette vidéo, et c'est l'idée clé de ce challenge, et j'espère que ça va débloquer des choses, c'est que 50 heures de grind, en soi c'est 5 jours de grind. On va dire que c'est une semaine. Ouais. C'est une petite semaine ou une bonne semaine. Ça dépend des gens. Mais ce que ça veut dire, c'est que sur cette période-là, j'ai fait 7330 $. Donc ça veut dire qu'avec un très bon niveau de jeu, on peut partir de 500 € et se retrouver à 7330 $ en 50 heures. Ce que ça montre, c'est que dans la mesure où vous êtes bon au poker, que vous avez réellement de la compétence, eh ben vous ne serez plus jamais pauvre de votre vie. Parce que juste, on se pose sur les tables et on fait de l'argent. Et même Hugo qui a joué Splashy, qui a fait masse erreur, qui était, Moi j'étais là pour le show. qui était là pour se faire des amis à table, bah il fait de l'argent et il fait un taux horaire qui tient. Et ce qui est marrant, c'est que tu te fais insulter dans les commentaires, Ouais. tu t'es plaît. Et t'as fait combien d'euros de l'heure au total 100 balles. 100 balles. Et en fait, qui fait 100 balles de l'heure? Et du coup, ce que je veux vous amener à comprendre là-dessus, c'est que si vous voulez faire de l'argent, avoir cette liberté et kiffer le poker, bah mettez les efforts en place pour évoluer, progresser et bosser votre jeu. Que ça soit avec nous, si vous voulez bosser avec nous, lien en description, que ça soit de votre côté. Moi, je pense qu'il n'y a pas de méthode magique. Nous, on peut proposer une structure, un cadre, mais il n'y a quand même pas de méthode magique. Celui qui est vraiment déterminé et qui veut bosser, ça prendra beaucoup plus de temps tout seul, mais il y arrivera. Et donc, il n'y a pas d'excuse. Vous pouvez là maintenant commencer à juste review les vlogs, prendre 1 heure sur chaque spot, les reviews, faire 2-3 heures par jour, tous les jours, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et à un moment, vous allez développer un bet de niveau. Moi, je fais ces big blinds de l'heure depuis que j'ai 17 ans, j'ai 25 ans actuellement. Donc, ça fait 8 ans que je suis full time poker et que par semaine, je fais au moins 50 heures de poker. Donc, forcément, à un moment, le niveau il se développe, on prend des réflexes, des bons réflexes, on améliore notre jeu, on affine. Et encore aujourd'hui, quand je fais une erreur, eh ben, je passe 1 heure, 1 heure et demie dessus à la découper et à voir comment je pourrais m'améliorer. Ce que je veux expliquer, en fait, la conclusion, la morale de toute cette histoire et de tout ce challenge, c'est que dans la mesure où vous êtes prêt à faire le taf, vous allez faire beaucoup d'argent et votre vie va radicalement changer. Et dans la mesure où vous êtes en mode boah, c'est pas mal le poker, j'aime bien, j'essaye un peu, Ce sera compliqué. vous allez rien faire en fait. La réalité, c'est que vous allez rien faire. C'est un jeu compétitif, soit on y va à 100%, soit on n'y va pas. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que t'as pas besoin de 10 000 € pour commencer. Comme on le voit là. Les gars, Conclusion, prenez les bonnes décisions. Si vous avez des questions en commentaire, welcome. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Grosse fréquence de vidéos qui arrive. ouh là Ça va là, être croustillant. Des bisous, ciao. see you there. Ah oui, aussi point important, il y a mes élèves qui débarquent dans quelques jours à Vegas, ça va être une guerre absolue. J'espère que vous avez kiffé, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine série de vidéos qui arrive. Pensez à commenter si vous avez des recommandations de contenu, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you try. Get down in the car, one time give it all,
bust it open hard. Let me see you drop.